I'm with Robert today. Hello, Robert. Hello, Beatrice. And we will talk about what you do here today with the crew of Joan of Arc. Explain us what you do today. Well, I am a member of the crew of Joan of Arc out of appreciation for the role that they play in preserving a very important historical figure in French culture. And also it is a furtherance of the French character of the city of New Orleans. And I'm also the general and artistic director of the New Orleans Opera. And we are planning a very major performance of Tchaikovsky's opera, Joan of Arc. And that is coming in February. And so the event that we are attending today is preparations for the fact that the crew of Joan of Arc launches the Mardi Gras season with a parade that will take place on January the 6th, which just happens to be the birth date of Joan of Arc. So it all fits together in that way. Great. I heard something earlier. I heard a song. So this is a song that you create, or explain us No, what I did not create it. You know, Joan of Arc had an extremely well-documented life. Yes. And the fact that when she marched into battle, the first important one being for the city of Orléans, which I believe you are connected with, they were led into battle with bagpipes and singing, famous military marching songs. The first and of our big victory, 2, 3, 4. And then when we stop, we lower our hands, and John plays 2 drones, brum, brum, with the drum, and then we go to the next verse. Okay? And so what the crew of Joan of Arc has done for this forthcoming parade is to choose one of the famous marching songs and to engage the bagpipers, which have been a part of the parade for a number of years, but never in the same capacity, with documented music that was part of the marching songs leading to the famous victory at Orléans. Let's get it together. And so what you witnessed was my working as a musician, working with the crew members to help them sing through this, to get the text and the music going, so that when we march on January the 6th, you will have another piece of history repeated with bagpipes and drums and the marching soldiers singing an established, historically accurate marching song. Marvelous. And how many times do you have, because people are not especially professional singers, so you have worked with them to... No, this was done today. They were sent music and a recording. Oh, wow. And said, get this started in your thinking, and then I will come in and work with you. And we had a lot of fun doing it, because as we repeated it, they grew in confidence, and they will soon be marching off to battle. Oh, wow, because I heard something very professional, so I'm impressed. Well, I talked them through how we would start and stop in places and so forth, and it's a joyous experience to do something like this, because it's very different. And can you tell us what kind of instruments we have in this kind of marching song? Well, the Joan of Arc crew has always engaged a number of bands, as is common in Mardi Gras parades here. And then they've added to it the bagpipe and the drums just for the marching song. They have used bagpipes every time that they have marched, which has been for 11 years.
but never with this kind, that was just color, never with this degree of specific purpose to represent Joan's most celebrated victory, which was lifting the siege at the Battle of Orleans. Sure, sure. That's important to recreate all the environment and to have music links with these historical moments. Right. Well, it's a wonderful psychological effect when you have bagpipes and drums marching into battle. And New Orleans people will recognize this song, or? No, they won't recognize the song. It has about it a certain kind of feel to it. Okay. As I say, it is an authentic song. It's not someone that was asked to write a marching song. They actually took an existing one and put applicable text to it. So you are a French links here in New Orleans with your work and what you do. Well, I've been the director of the opera company for 22 years, and I have always had a close working relationship with the French consulate because there are a lot of wonderful French operas that are very much at the heart of the world repertory. And so when we have produced French operas, I have invited the cultural office of the French consulate to work with us in support of these activities. And they've been very generous and very thoughtful about it in offering receptions and support like that to build awareness of the fact that another major French opera is being performed so that we can continue our reputation as the most French city in the United States. Oh yeah, New Orleans is known for that, and there is a lot of references, music, and in the art around these links between the French culture and New Orleans. Yeah. We're talking about Joan of Arc, who after all died in 1431. Yeah. But we're also celebrating the 100th anniversary of her canonization. Yeah. Yeah. And that just brings us to the modern era. But if you look at the 18th and 19th centuries, there was no city in the United States as French as New Orleans. We truly were not just the heart of Creole culture in its purest sense, but also in the cultural life of matters French, because we were directly connected to Paris and to France, and performers of every type came from France to begin their trips and expeditions in the United States being launched from New Orleans. So we have a profoundly French foundation to the culture of our city historically. Wow. What a great history and what a great links between... It is very colorful, and we are very proud of it. And so I celebrate matters of French culture as much as I can. And that's why I am involved with the crew of Joan of Arc. So thank you for these words, and we will be with you to discover this moment at the parade of Joan of Arc in some days. So and let me mention, if I might, Beatrice, the parade is a historical event that's been going on for 11 years now, and it launches Mardi Gras, and that's a very important position. Following that, the New Orleans Opera will be presenting Tchaikovsky's great opera about Joan of Arc. And it is also historically accurate. It is a large-scale work. We do that on the 7th and 9th of February at our regular home, the Mahalia Jackson Theater in Armstrong Park. It's a large-scale piece. I've invited the crew of Joan of Arc to participate in that as well, that they can be visible in support of this important subject. So when you hear that music, you'll be thrilled at how powerful the drama is and how wonderful Tchaikovsky's opera is. So we want to discover that, and it's a great introduction to the links and to the things around Joan of Arc and the music part. So thank you very much. Thank you. Thank you. Merci beaucoup. Hi everybody, it's Béa. Bonjour à tous, c'est Béa. Et aujourd'hui, en fait, je suis en compagnie de Florie Dufour de la compagnie Matulu
Bonjour Florie. Bonjour Béatrice. Alors dis-moi, aujourd'hui j'ai découvert une touch de la Nouvelle-Orléans, j'ai découvert des artistes sur scène et j'ai découvert une ambiance musicale. Raconte-moi ce qui se passe ici au Théâtre d'Orléans, au Théâtre Gérard Philipe, et qu'est-ce que vous faites ici avec la compagnie Matulu ? Eh bien, nous montons une pièce de comédie musicale, de théâtre musical qui s'appelle Stay on the Line et qui rend hommage et à la Nouvelle-Orléans et à une pièce de Tennessee Williams un petit peu connue qui s'appelle Un tramway nommé Désir. Et on lui rend hommage puisque le personnage principal de notre pièce, Rose, est une comédienne qui revient à la Nouvelle-Orléans alors qu'elle l'a quittée au moment de Katrina, au moment de l'ouragan. Et elle va retrouver la ville 15 ans après et sa jeune sœur qu'elle n'a pas vue depuis 15 ans. Après, il va lui arriver des tas d'histoires qui vont l'emmener dans le carnaval, mais aussi dans le fin fond du bayou. Et alors pourquoi vous avez décidé, vous, la compagnie Matulu, de créer cette comédie musicale ? Eh bien parce qu'en 2015, j'ai découvert la Nouvelle-Orléans grâce à mon ami Tom Saunders qui est musicien là-bas et qui m'a fait vivre pendant 15 jours sa vie de musicien là-bas. Donc ça m'a complètement époustouflée et je sortais de 6 semaines de stage de comédie musicale à Broadway au studio Stella Adler. Et je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire avec tout ça. Ça a pris quelques années, mais j'ai rencontré ensuite Pascal Ducourtiou, un compositeur génial, un peu fou, qui avait envie de travailler sur la Nouvelle-Orléans et sur l'écriture d'une pièce toute neuve. Alors, on a plein de questions autour de ça parce que dans quelle langue, par exemple, est jouée cette pièce, puisque on pourrait considérer effectivement aujourd'hui, on se parle en français, mais la pièce originale est une pièce en langue américaine qui se passe donc à la Nouvelle-Orléans. Comment se passent les dialogues ? Comment est-ce que vous avez créé ce croisement en fait des deux cultures ? Alors, on a choisi de faire une pièce totalement bilingue, c'est-à-dire que les personnages français, Rose et sa jeune sœur Luna, sont d'origine française, donc elles parlent entre elles en français, c'est leur langue intime, leur langue du rapport entre les sœurs. Et en même temps, tous les personnages de la Nouvelle-Orléans parlent anglais, ce qui est aussi leur langue à eux. Donc ça crée aussi, on joue sur les expressions françaises qu'on peut comprendre en Amérique, les petits clins d'œil, les clichés, et vice-versa. On joue aussi sur le fait que les sœurs, quand elles veulent dire des choses qui ne soient pas comprises par les autres, elles parlent français entre elles. Donc ça permet de créer du jeu. Et puis c'est aussi l'idée que cette pièce, elle peut se jouer ici ou aux États-Unis. Et en fait, le public sera sans doute à un moment un peu dérouté par l'une ou l'autre langue et ça ne sera pas les mêmes moments de la pièce. Alors justement, quel est le calendrier un peu prévisionnel ? Tu disais qu'elle pouvait être jouée ici en France ou peut-être aux États-Unis. Les premières représentations sont en France, si j'ai bien compris. Tout à fait. La création a lieu le 19 avril prochain dans la ville de Chessy, donc non loin d'Orléans. Et nous allons donc avoir le concours de groupes d'amateurs musiciens qui nous rejoignent sur les scènes de foule, puisqu'il y a Mardi Gras. Il y a aussi toute une scène vaudou dans le bayou, donc on a aussi des choristes qui nous rejoignent, une fanfare, des danseurs. Et leur concours est assuré grâce au soutien de l'ambassade des États-Unis d'Amérique en France qui soutient la partie pédagogique de ce projet. On a des jeunes qui nous rejoignent. Ça va être la première partie à Chessy. Ensuite, il y aura d'autres représentations en France sur la saison prochaine et on espère en 2021 partir de l'autre côté de l'Atlantique. Alors moi, j'ai déjà entendu une ou deux petites infos par rapport à cette pièce, même si j'ai découvert aujourd'hui quelques parties musicales. Il me semble que quand vous étiez à la Nouvelle-Orléans, donc vous avez fait des rencontres musicales, tu l'as dit, mais vous avez fait aussi des expériences. Je crois que vous avez enregistré des sons et que vous avez essayé de recapter l'ambiance sur place, c'est ça ? Oui, tout à fait. On a vraiment essayé, par exemple, de capter les sons du tramway, puisqu'il y a vraiment la présence du tramway est forte dans la pièce.
Et on a fait de Sid, le mari de Luna, la petite sœur, un conducteur de tramway. Donc on avait envie d'avoir les vrais sons. C'est vraiment quelque chose de très caractéristique de la Nouvelle-Orléans. Donc on est allé avec le compositeur Pascal, en pleine période de Mardi Gras, prendre les tramways à 2h du matin pour entendre les sons et puis après aller dans un entrepôt de tramway pour faire marcher les portes qui grincent, les leviers qui couinent, enfin pour avoir vraiment tous les sons exacts. Alors la petite anecdote, c'est qu'on a aussi voulu enregistrer des sons du bayou, les vrais sons de la nature, mais qu'on était en plein hiver et qu'en fait la nature en plein hiver, elle dort. Donc on entendait surtout très au loin les voitures. Voilà. Donc on va retrouver tout ça, toute cette ambiance au sein de la pièce. Oui, et on a aussi beaucoup observé avec Pascal et enregistré des choses pendant les parades de Mardi Gras. Ça nous a complètement passionnés, et musicalement, et aussi culturellement. Sociologiquement, on a aussi observé tout ce qui se passe derrière la parade. On va essayer de restituer ça dans la pièce, alors de manière moins exubérante peut-être que ce qui se passe pendant le carnaval, mais au moins d'en donner la saveur de manière artistique sur le plateau. Quels sont les premiers retours, puisque tu parlais du volet pédagogique et que j'ai vu qu'il y avait des écoles présentes aujourd'hui. Quel est le premier retour de ces établissements scolaires qui sont plutôt des lycéens? Est-ce qu'ils sont surpris? Est-ce qu'ils découvrent la Nouvelle-Orléans? Alors oui, c'est souvent une découverte ou une redécouverte. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui les étonnent parce que l'univers musical, en tout cas mis en place par Pascal Ducourtiou, est très très riche. On a travaillé aussi avec nos autres instrumentistes au plateau, Simon Couratier, David Sevestre, Jérôme Germont, qui travaillent aussi avec des machines, avec des sons pilotés par ordinateur. Voilà. Et ça, je pense que ça parle aussi aux jeunes qui, d'un coup, se retrouvent avec des univers qui leur rappellent peut-être des musiques qu'ils écoutent actuellement. Et puis aussi, ces sons de jazz, ces sons vraiment issus du jazz roots de la Nouvelle-Orléans, qui leur parlent aussi. Et de voir ces choses mélangées, on va dire la tradition et le contemporain, je pense que ça leur parle et ça les touche beaucoup, ça les enthousiasme. L'énergie de cette musique les porte pas mal, c'est ce qu'on a pu voir. Peut-être une petite anecdote pour terminer sur la création de cette pièce ou un moment marrant qui s'est passé pendant cette période de création. Bon, alors on est obligé de faire avec les aléas du métier et de la technique. Donc, je dirais qu'on n'a pas pour l'instant de grosses anecdotes très marquantes, mais on peut quand même dire que on est là une semaine, par exemple, dans ce théâtre Gérard Philipe, et c'est rare avec toute la technique qu'on a au plateau, c'est rare qu'on n'arrive pas un matin avec un micro qui commence pas à grésiller dans un coin, ou carrément la tournette, qui est la scène ronde qui tourne habituellement et qui d'un coup fait grève. donc voilà, c'est la partie technique qui est à apprivoiser. J'ai envie de dire que les humains sont plus fiables que la technique et que c'est tout ça qu'il faut aussi qu'on prenne en compte dans notre création. Eh bien, écoute, merci Florie pour toutes ces informations. On a hâte de retrouver pour la première cette pièce à Chécy et puis probablement après dans d'autres villes de France. Et on vous le souhaite aussi sur la partie américaine pour faire découvrir à nos amis de la Nouvelle-Orléans votre création. Merci beaucoup Béa. Merci.